Bonjour, bon après-midi à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Au nom du CQCD ainsi que notre partenaire Détail Québec, je vous souhaite la bienvenue au webinaire Solidifier son marketing de croissance. Ce sera présenté par M. Jean-Philippe Boudreau et M. Marc-Antoine Arbour de l'entreprise Absolunet. Simplement pour vous indiquer que la durée du webinaire est d'environ 1 heure, divisée en 2 parties. La première partie est consacrée à leur présentation d'environ 40 à 45 minutes et la deuxième partie sera réservée pour la période de questions que je pourrai animer avec eux. Donc, n'hésitez pas durant tout le long de la présentation à poser vos questions à l'écrit avec l'option questions-réponses tout au bas de votre écran. Ou si jamais vous préférez les poser à l'oral, merci de patienter et de lever la main au moment de la période de questions. Je laisse donc l'écran et la parole à nos conférenciers. Bon webinaire à tous. Merci infiniment, Elisabeth. Donc, c'est un honneur pour Absolunet et moi-même de vous présenter aujourd'hui notre présentation sur solidifier son marketing de croissance. En plus, en co-présentation avec mon super collègue Marc-Antoine Arbour, on est vraiment heureux d'être avec vous aujourd'hui. Ce qui est intéressant aussi avec ce format-là, j'ai fait peut-être 5-6 éditions du TAG ou des Commerces Québec où c'est vraiment axé sur le thought leadership, des études de cas. Aujourd'hui, on vous partage vraiment des modèles, des outils sans prétention. Le but, c'est de vraiment vous donner de la matière à réflexion. Et aujourd'hui, c'est le premier volet, parce que la semaine prochaine, il y aura un second volet où on va aller un peu plus loin avec le contenu qu'on aura présenté aujourd'hui. Donc, je me présente, Jean-Philippe Harrison Boudreau. Plusieurs d'entre vous me connaissent déjà. Ça fait 8 ans et demi que je suis chez Absolunet. J'encadre donc tout ce qui est marketing de croissance, la mesure de performance, l'analytique d'affaires. Je travaille avec de nombreux détaillants dans le marché. Et puis, avant Absolunet, j'ai eu la chance d'être dans les premiers joueurs de l'aventure Frank & Oak, donc avec les 2 fondateurs. Et puis, depuis 8 ans maintenant, je suis chargé de cours autant à l'EG-UQAM qu'à l'Université McGill. Et avec moi aujourd'hui, nous avons Marc-Antoine Arbour. Je ne sais pas, Marc-Antoine, si tu veux t'introduire un petit peu. Donc, moi, Marc-Antoine Arbour, allô? Je suis en charge de la pratique média chez Absolunet. Donc, la stratégie média chez les clients et de l'encadrement de l'équipe. J'ai travaillé avec plusieurs clients, comme vous voyez à l'écran, mais auparavant, j'ai travaillé chez les Alouettes de Montréal. J'ai passé plusieurs années. Puis depuis que je suis chez Absolunet, je touche un peu à tout, mais particulièrement aux médias payants. Merci, Marc-Antoine. Et puis, aujourd'hui, on a 3-4 sujets. Là. Ça va être assez rapide. Donc, n'hésitez pas à fournir la section des questions-réponses pour qu'on ait un peu un débat ou une discussion à la fin, parce que je vais aller quand même assez rapidement sur certains des éléments qui sont à l'écran. Premièrement, on va regarder le trio d'Edelman, donc le mix Earned, Paid and Owned Media. Essayer de trouver une façon d'aligner tout ça. On va aussi comprendre un peu plus la dynamique entre les différents canaux d'acquisition, donc tout ce qui est organique, référencement naturel, référencement payant, médias sociaux, display. On va essayer de comprendre sa propre performance. Donc, on a des benchmarks pour vous. On en aura d'autres aussi la semaine prochaine. Puis finalement, on va faire une petite portion sur comment bien identifier, collecter, structurer ces données dans un contexte de marketing. Donc, et la semaine prochaine, spoiler alert, il y aura aussi un deuxième webinaire où là, aujourd'hui, c'est solidifier, c'est vraiment le cœur du message qu'on veut passer aujourd'hui. La semaine prochaine, le but, c'est de repousser les limites. Donc, comment on peut aller un peu above and beyond et utiliser même des outils comme le machine learning où Marc-Antoine nous fera rêver un peu avec ces outils-là. Donc, je commence par la section sur le mix Earned, Paid, Owned Media. Pour moi, c'est vraiment la clé du webinaire d'aujourd'hui. Si on veut solidifier son marketing, ça se passe dans la dynamique qu'il y a entre ce super trio. Fait que là, la plupart d'entre vous connaissez un peu ces définitions-là, mais historiquement,
dans le jargon du marketing, on a parlé du inbound marketing où, en fait, c'est un peu la nouvelle ère du marketing où c'est le consommateur qui a un besoin, qui est à la recherche d'informations, qui est dans un processus décisionnel, qui cherche à s'informer, qui cherche à comprendre, qui cherche à clarifier son besoin parce qu'il faut comprendre qu'au début d'un processus d'achat, ce n'est pas nécessairement clair pour le consommateur exactement qu'est-ce qu'il veut. Okay? Donc, l'inbound marketing, c'est une façon de répondre à ça, puis d'envoyer des signaux d'information, des conseils qui vont permettre de nourrir, d'enrichir l'expérience du consommateur au fur et à mesure de son processus. L'ancienne méthode, qui est complémentaire, c'est du outbound marketing, mais c'est en fait toutes ces tactiques ou ces façons d'aller à la rencontre du consommateur, d'initier une conversation avec l'audience. Donc, on est vraiment dans une dynamique où on va aller pousser l'information vers le consommateur pour essayer d'entrer en contact avec lui, alors que dans la première version, le inbound marketing, on est beaucoup plus dans une... c'est le consommateur qui vient vers nous. Donc, il y a quelque chose de bidirectionnel dans la relation qu'on partage avec nos consommateurs en tant que marque et détaillant. Et comment ça se vit, ça? Okay? Le trio d'Edelman, dans le fond, Edelman de la firme McKinsey est arrivé avec cette réalité-là qu'en fait, il y a trois grandes sphères médiatiques. À la gauche, il y a la sphère du home media. En fait, cette sphère-là, c'est ce qu'on possède. Donc, ce sont mes sites web, ce sont mon site e-commerce, ma boutique en ligne, mes infolettres, mon blog. C'est les applications que je développe. On va même jusqu'à parler de sa page officielle Facebook, Instagram, Twitter et ses chaînes YouTube, sa propre chaîne YouTube. Donc, c'est ce que je contrôle. Ensuite, il y a toute la dimension paid media, donc ce qui est publicité en ligne. Là, on va décliner ça un peu plus tout à l'heure, mais c'est vraiment la partie publicitaire pure. Et finalement, il y a la dimension earned media. Donc, earned media, comme le dit l'anglicisme, l'expression anglaise earned, c'est un peu ce qu'on mérite. Donc, c'est la couverture médiatique spontanée. Donc, c'est quelque chose qu'on ne paye pas pour avoir. C'est le bouche-à-oreille, c'est la couverture de presse spontanée dont on n'a pas payé, c'est la conversation que les commentaires que les gens vont laisser sur vos propriétés sociales ou sur votre site web, comme des avis, des ratings, des témoignages. C'est des influenceurs qui parlent de vous sans avoir été rémunérés. Mais ce que je veux vraiment vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que c'est un trio qui est en pleine fusion. Et les applications marketing qu'on peut en faire, c'est que de plus en plus, on va voir des éléments de la partie home qui sont reprises dans le paid. Par exemple, je reprends mon contenu ou le contenu de mon site web à l'intérieur de mes annonces payantes, tout comme je suis capable d'aller atomiser du contenu que j'ai mérité ou des commentaires ou des ratings, que je peux reprendre ça à l'intérieur de mes annonces publicitaires en haut. Tout comme, on va le voir avec l'exemple du référencement naturel, je gagne des positions organiques dans Google à l'aide du contenu que je possède sur mon site web. Pourquoi? Parce que les robots des engins de recherche sont en train de naviguer, comprendre, classer l'information qui est sur mon site et me donnent la visibilité que j'ai méritée. Donc, généralement, si on veut solidifier son marketing numérique, c'est lorsqu'on est capable d'avoir, pas une symphonie, mais une synergie entre ces trois dimensions médiatiques-là qui sont très importantes. Et ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que la partie à gauche, là je fais des signes sur mon écran parce que habituellement on est en direct avec vous, sur la partie à gauche à l'écran, c'est que je contrôle mes propriétés numériques. Je contrôle ma publicité. Je contrôle le message, le visuel, à quelle heure c'est planifié, de quelle couleur les bannières sont. Alors que du côté 1, je peux l'influencer, mais je ne le contrôle pas. Donc, ce qui différencie les deux sphères, c'est vraiment cet aspect de contrôle. Okay? Et quand les trois dimensions travaillent ensemble, ça peut devenir extrêmement payant et c'est là que ça fait un sens énorme d'un point de vue de marketing de croissance. Fait que le meilleur exemple de ça, c'est le référencement naturel, donc le Search Engine Optimization. Pourquoi?
parce que j'ai mon site e-commerce ou mon site web, qui est une propriété que je possède et que je contrôle. Mais au fur et à mesure d'un travail précis, organisé, planifié, j'optimise mon contenu, j'optimise la densité de mon message, des mots que j'utilise. Et de l'autre côté, sur un aspect dont je n'ai pas le contrôle, je gagne de la crédibilité sur Google, sur Bing, sur d'autres engins de recherche, dans mes positions organiques. Donc, il y a une atomisation de mon contenu. Google, Bing, les engins de recherche reprennent mon contenu, ils l'atomisent à l'intérieur de l'expérience qu'ils offrent à leurs consommateurs et me réfèrent ou non en fonction de si je suis une réponse crédible et pertinente à leurs propres consommateurs. Donc, c'est vraiment qu'on réussit à faire fonctionner tout ça ensemble, qu'on peut créer un effet de synergie très fort. Marc-Antoine, je t'invite à décortiquer un peu plus Paid, Own and Earn Media, s'il te plaît. Si on va un peu plus en détail dans chacun des trois, on va commencer par le premier qui est une spécialité un peu, le Paid Media. Peut-être certains d'entre vous en font déjà. Ça peut être du paid search sur Google ou Bing, ça peut être des publicités display, ça peut être des annonces native, YouTube. Il y a plusieurs sortes, là. Ça peut être des influenceurs payés. Peut-être que vous en faites déjà. Puis, en fait, ce que ça consiste, c'est acheter d'espace média auprès d'une plateforme. Les avantages, contrairement au type Own et Earned, c'est que vous avez la possibilité de cibler très précisément l'audience à laquelle vous voulez vous adresser. Par exemple, je veux cibler les gens, je veux parler aux gens qui ont des affinités pour le fast-food depuis moins de 30 jours, mais qui n'ont pas été sur mon site web. Fait que ça, les deux autres types de médias ne vous permettent pas de faire ça, alors que le paid media, bien, vous payez aussi, mais le paid media vous permet d'avoir ce contrôle-là. Le côté négatif de ça, contrairement aux autres médias, c'est une fois que vous arrêtez de payer, ben, vos efforts disparaissent. Puis, comme JP disait, l'atomisation, quand on parle d'atomisation, c'est qu'on peut utiliser notre contenu existant et montrer notre contenu existant via le paid media à des nouveaux utilisateurs. Fait que là, on va mixer deux types de médias ensemble. Si on parle de Own Media, c'est des propriétés que vous contrôlez, qui sont uniques à votre brand. Souvent, c'est simplement une extension de votre brand. Le petit bémol avec ça, c'est que souvent, les communications qui proviennent de ces canaux-là sont moins crédibles aux yeux de vos utilisateurs que le Earned Media qui proviennent d'un third party, d'un éditeur, d'un journal, d'un blog ou peu importe. C'est vous qui l'avez écrit. C'est sûr que vous allez bien parler de vous. Un bon exemple que j'ai mis en fait à l'écran, quand j'étais aux Alouettes de Montréal, c'est qu'on souhaitait on souhaitait donner plus de contenu à nos super fans. C'est les gens qui allaient souvent au match. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé notre propre studio à l'interne aux Alouettes. On créait notre propre contenu. À place de se fier sur le Earned Media, qui était, mettons, RDS ou d'autres postes de télévision ou le Journal de Montréal, on l'a transformé en Owned Media où on avait notre propre studio à l'interne pour créer du contenu. Si on va à la prochaine slide. Pour le Earned Media, simplement dit, en fait, c'est l'équivalent du bouche à oreille en ligne pour votre marque. Le piège, en fait, ici, c'est que le message peut être très positif, mais négatif aussi, parce que vous contrôlez littéralement aucunement ce message-là. C'est une excellente façon d'augmenter la notoriété de votre marque, la réputation de votre brand, parce que les utilisateurs savent que c'est authentique. Ça ne provient pas de vous, vous n'avez pas payé pour. C'est quelqu'un d'autre qui dit ça à propos de vous. Puis, le Earned Media, ce n'est pas nécessairement des articles dans la presse. Ça peut être des gens, des utilisateurs qui écrivent des commentaires sur votre page Facebook. Ça peut être des utilisateurs qui écrivent des tweets à votre propos. Souvent, on peut voir aussi une corrélation avec le Owned Media parce que si vous créez du contenu intéressant sur votre site web, puis ce contenu-là est repris par d'autres utilisateurs,
bien là, on assiste à, comme Dupuis parlait, une atomisation du contenu. C'est vraiment dans l'atomisation du contenu que nous, on pense, c'est là que c'est l'axe le plus payant pour les entreprises, vraiment. Tout à fait. C'est vraiment une façon d'avoir une croissance durable. On va voir quelques cas, là, mais si on est capable de créer une synergie entre ces trois dimensions-là, c'est aussi parce qu'en tant que marketeur, en tant que marque, on a bien fait notre travail. On est allé chercher cette prime virale-là, si on veut, où il y a eu un embelli sur les trois dimensions. Marc-Antoine, je pense que tu allais dire quelque chose. C'est tout. Donc, j'allais dire qu'on allait passer aux exemples pour être plus clair un peu. OK, parfait. Là, j'ai trois exemples. Ils ont peut-être un peu de poussière dessus, mais je m'assume complètement. Cet exemple-ci, c'est un exemple qui a eu lieu à Moscou en 2015. Je vais vous en présenter quelques secondes. C'est en fait Nike qui a réussi à capturer des moments de fierté d'athlètes sur les médias sociaux, qui en a réimprimé en grand format sous forme d'affichage publicitaire sauvage et qui a créé justement un bouche-à-oreille incroyable. On regarde quelques instants ce que ça donne. Juste un instant. Donc, on comprend le principe, mais ce qui est intéressant, c'est cette boucle entre les trois dimensions qui s'alimentent. Donc, oui, l'humain d'abord créé l'étincelle, si on veut, avec sa propre photo. Nike a saisi l'opportunité au bon en faisant des posters. Mais là, c'est les amis qui reconnaissaient leurs propres amis sur les murales, qui se sont mis à faire des selfies avec ça, ce qui a créé une autre vague de posters, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'il y a quelque chose d'assez puissant. Un autre exemple, là, on parle vraiment de la force du earn, c'est Decathlon. Chez Decathlon, tromper le client, c'est tromper l'entreprise. C'est vraiment le culte du client. Et ce qui est super impressionnant, hein, c'est qu'ils ont réussi juste, là, ce sont seulement les chiffres de 2019, à avoir en France 1,5 million d'avis laissés par leurs clients. Et des avis positifs. Donc, ce qui est super intéressant, c'est que clairement, quand vous avez une armée de consommateurs, 600 000 précisément en France, qui laissent des avis et plusieurs fois par personne, parce que 600 000 qui donnent 1,5 million d'avis, c'est vraiment il y a une certaine fréquence. C'est que là, on vient de. Premièrement, on fait face, on est à l'écoute du consommateur, mais cette dimension-là donne une visibilité dans les médias sociaux, donne une visibilité sur les engins de recherche, parce que Google capture ces signaux-là qui sont extrêmement forts. Donc, ce sont des avis qui résident sur une propriété de Decathlon, mais reste qu'il y a des départements dédiés à ça. Vous aurez les diapos de ce webinaire-ci, donc vous pourrez aller voir certaines vidéos concernant Decathlon, plus spécifiquement par rapport à ça. Et quand je disais que j'avais des cas un peu poussiéreux, quand on est en entreprise qui parfois fait le mal, c'est parfois possible de faire le bien. C'est ce que McDonald's a fait il y a quelques années. D'abord, ça a commencé par la tête. La nouvelle PDG, CEO de McDonald's, quand elle a rencontré la presse pour la première fois, elle a dit « McDonald's will stop killing America ». Donc, c'était vraiment un changement de mentalité où, avec le fast-food, ce n'était plus une façon d'être. McDonald's devait servir les Américains d'une façon plus saine. Et à ça, s'est enclenché une campagne que j'ai trouvée très impressionnante, une campagne où ils ont fait face, qui était la campagne « Nos aliments, vos questions ». Donc,
McDonald's a accepté de se faire tripler de questions et de se faire mettre au défi de répondre à toutes les questions qu'elle allait recevoir en ligne. Donc, premièrement, c'est vraiment une plateforme qui est propriétaire de McDonald's avec du contenu propulsé par l'utilisateur, généré par l'utilisateur avec les questions. Mais ce qui est encore plus intéressant par la suite, c'est qu'ils en ont fait des véhicules publicitaires. Donc, on était capable de voir des questions d'usagers reprises dans des campagnes publicitaires. Donc, encore une fois, si on veut célébrer la transparence, si on veut faire marcher ces trois trios-là ensemble, c'est primordial d'avoir ce type d'alignement-là. Donc, vraiment, là, faire travailler les trois ensemble, c'est ce qu'on peut faire le mieux pour solidifier notre marketing de croissance. Maintenant, si on veut maîtriser la dynamique entre nos différents canaux d'acquisition, ce que j'ai préparé pour cette section-ci, en fait, c'est tout simplement certains benchmarks, certains comparables de performance, juste pour vous situer un petit peu, basé sur un échantillon d'à peu près une cinquantaine de clients d'Absolunet. Donc, dans Google Analytics, là, il y a toutes sortes de canaux. On parle d'omnicanal, qui est le canal en ligne versus le canal magasin versus la vente par correspondance. Là, c'est bien important de comprendre qu'on parle des canaux au sens de Google Analytics. On parle des canaux d'acquisition de trafic sur une propriété web. Donc, il y a les canaux organiques, donc les résultats de référencement naturel dans Google, Bing, etc. Il y a le canal direct. À chaque fois que quelqu'un tape votre nom de domaine directement et qu'il visite votre site, ça rentre dans ce canal-là. Il y a tous les efforts payants d'un point de vue de la recherche, donc tout ce qui est Google Ads, Bing Ads, etc. Il y a le courriel, il y a ce qu'on fait sur les médias sociaux d'un point de vue organique. Il y a aussi les sites référents. Donc, si la presse demain fait un lien vers votre site et que vous attirez du contenu, du trafic sur votre site sans avoir mis de publicité sur le site de la presse, bien, ce sera considéré comme un site référent. On s'est dit que c'était peut-être intéressant pour vous de vous donner certaines balises, certaines fourchettes. Ce qui est important de comprendre dans cette façon de voir les choses, c'est qu'on adore chez Absolunet comparer le pourcentage de trafic avec le pourcentage de vente pour comprendre quel canal me donne la meilleure valeur par session, me donne le meilleur dollar à chaque fois qu'une personne visite mon site. Donc, on pourra s'estimer sur les comparables et les benchmarks à la période des questions ou en privé par la suite, mais vraiment, là, ce sont des repères, selon nous, pour avoir une répartition en santé, des campagnes en santé. Selon ce qu'on observe chez nos clients, généralement, l'organique va représenter 50 à 60 % du trafic. Donc, pour un site relativement mature et bien optimisé, mais il va surtout représenter 55 à 65 % des ventes. Donc, c'est vraiment le canal le plus important à observer, à optimiser, à analyser, à comprendre. Ensuite, direct va généralement avoir un plus gros pourcentage de ventes que son pourcentage de trafic. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui tapent directement votre nom de domaine, donc ils ont une certaine prédisposition à l'achat. Paid Search and Paid Social, généralement, dépendamment, si vous investissez 1 milliard de dollars dans le GAFA demain, clairement, ce sera plus que 15 à 20 %, mais ça veut aussi dire que vous aurez peut-être une certaine dépendance à ces canaux-là. Donc, 15 à 20 % du trafic pour 10 à 15 % des ventes. Pourquoi? Parce que Paid Search va avoir tendance à rapporter bien. Paid Social, généralement, va avoir une tendance à rapporter un peu moins. Au niveau du courriel, on s'attend à avoir 5 à 10 % du trafic pour 5 à 15 %, voire même 20 % des ventes. Et puis, le social organique et le site référent vont avoir le résidu de tout ça. Je vous donne quelques comparables rapidement. Clairement, dépendamment des coûts par clic, du niveau de compétition dans lequel vous êtes, à quel point vous investissez sur votre nom de marque ou sur des mots génériques, on va se promener, on va tolérer entre peut-être 50 cents et 3 $. Sur Facebook, entre 25 cents et 1,50 $ selon l'engagement. Tout ça peut se traduire en coût par 1000. Je vais sauter cette section-là parce que vraiment, je veux qu'on parle aussi des taux de conversion des valeurs par session sur l'autre diapo. Au niveau du retour sur investissement publicitaire, c'est certain que la semaine prochaine, on va vous donner certains benchmarks sur le Cyber Monday, mais 10 à 20 $ de retour publicitaire à chaque fois qu'on donne 1 $ en publicité, c'est à peu près la norme qu'on observe. En reciblage,
Donc, ça veut dire recibler les visiteurs de mon site ou mes fans, par exemple, avec des produits qu'ils ont déjà vus. Généralement, on va aller chercher un retour sur investissement de 4 à 10 $. Sur des mots-clés génériques, on va être rentable. Donc, on va donner peut-être 2 à 3 $ par dollar investi. Puis quand on fait de l'expansion géographique agressive, donc si on s'en va dans une zone qu'on ne connaît pas ou dans un pays où on n'existe pas, bien, généralement, ça va prendre un certain temps avant d'être rentable, puis on va être autour de 1 $. Ensuite, je vais vous laisser consulter les taux par clic par vous-même, mais ça vous donne certaines balises. Par contre, je veux prendre le temps de parler de taux de conversion et de valeur par session. Le taux de conversion, c'est un peu, tout le monde arrive dans une foire commerciale, les détaillants se rendent compte et disent « Hey, moi je convertis à 3 %, moi à 1 %, moi à 5 %. Ben non, moi je suis le king, je convertis à 8 %. La réalité, c'est que ça dépend vraiment du panier moyen. Donc, un taux idéal, B2C au Canada, quand on a un détaillant spécialisé, ce que je veux dire par là, c'est que je ne vends pas un DVD ou une caméra numérique que Best Buy ou Walmart ou Amazon vont vendre en grande quantité. Là, je suis vraiment dans une certaine niche. 1 à 2 %, c'est très bien. Si on va vers quelque chose où on est beaucoup plus dans le luxe, bien oui, c'est possible qu'avec un panier à 500 $, un panier moyen à 500 $, on soit à 0,25 $. C'est possible aussi que si je vends un panier moyen à 75 $ ou 100 $, que je sois à 0,75 $. Donc, la morale de l'histoire, c'est quand vous comparez vos canaux ensemble, quand vous comparez avec les gens que vous rencontrez dans la sphère du e-commerce, je vous invite à parler de valeur par session. Donc, ça s'appelle prendre l'ensemble de vos ventes en ligne et le diviser par votre trafic. Pourquoi? Parce qu'on vient combiner votre panier moyen et combiner votre taux de conversion. Et de cette façon-là, on compare vraiment des pommes avec des pommes. Et généralement, la note de passage pour un site e-commerce qui performe relativement bien va être entre 1 et 2 $ par session. Sauf qu'évidemment, à cyber lundi, vendredi fou, on va passer à 3 à 5 $ par session. On ne passe pas à 15-20 $ par session pour une raison simple, c'est qu'on va accélérer grandement le volume qui va être sur votre site. Donc, il y a une accélération du volume de visiteurs et une accélération de la conversion, ce qui fait une certaine appréciation intéressante de la valeur par session, donc 3 à 5 $. Et la semaine prochaine, on va vous parler de certains benchmarks par rapport au cyber lundi, parce qu'on va aller un peu plus loin sur les différents canaux d'acquisition, les différents outils qui sont à votre disposition. Maintenant, on veut vous parler du modèle RACE. Le modèle RACE, c'est une façon aussi de cataloguer un peu plus nos tactiques, nos stratégies pour faire encore une fois viser cette synergie des canaux. Le modèle RACE, c'est un modèle qui existe, en fait, sous ce nom-là, c'est un modèle qui existe sous ce nom-là depuis peut-être une vingtaine d'années. C'est Dave Chaffee qui a amené ça dans la littérature académique. La vérité, c'est que exploration, considération, achat et fidélité, c'est 4 grandes phases du consommateur. Elles existent depuis, je pense, 1907-1908 dans la littérature académique. Donc, ce n'est pas nouveau. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si on veut solidifier son marketing, il faut être capable de cataloguer l'effort que je fais aujourd'hui. Est-ce qu'elle est dans Own, Paid and Earn? Et est-ce que c'est dans Reach, Act, Convert ou Engage? Au niveau Reach, la personne ne vous connaît pas. Au niveau Act, elle vous connaît, elle commence à comprendre ce que vous offrez comme service, qui vous êtes dans le marché pour une catégorie de produits spécifiques. Au niveau de Convert, là, elle est en mode achat, magasinage près de l'achat et évidemment l'achat final, la transaction. Mais Engage, c'est la loyauté. Puis si vous êtes un détaillant qui qui commencez ou qui avez un volume de trafic un peu moins grand sur votre plateforme en ligne, bien, plus on travaille Engage à la fin, plus on est en train de travailler Reach. Parce que plus j'ai des gens loyaux, heureux, satisfaits, qui parlent de votre marque, plus je touche à des nouvelles personnes qui n'ont jamais entendu parler de vous. Et Marc-Antoine a quelques exemples pour vous. Ouais. Je vais vous donner un exemple, mais juste avant, le piège vraiment facile, c'est dire « Ah ben j'ai fait des offensives de reach, fait de la notoriété, mais j'ai pas eu de vente. » Mais c'est normal.
le modèle RACE que vous voyez à l'écran, il est relativement simple, mais il faut juste s'assurer d'avoir un indicateur clé pour chaque phase. Fait que le reach, vous pouvez dire je veux un coût par mille de 7 $, je ne sais pas. Il faut simplement avoir des KPI clairs pour chaque phase, puis c'est basé là-dessus que vous allez pouvoir mesurer votre succès. Si vous attendez à vendre à chaque phase, c'est sûr que vous allez échouer. Vous êtes mieux juste de vous concentrer sur la phase convert, puis votre boss et vous allez être plus content in the end. Excuse-moi, Marc-Antoine, justement, je veux juste clarifier quelque chose. Tu parles de la phase convert. Tout à l'heure, je parlais de la valeur par session ou du taux de conversion. Le taux de conversion, ça se calcule par le nombre de commandes divisé par le nombre de sessions qu'on a eues sur le site. Alors que la valeur par session, c'est le nombre de dollars vendus divisé par le nombre de sessions sur le site. Je veux juste clarifier ça. C'est aussi que je veux dire que le taux de conversion et la valeur par session, ce sont des métriques spécifiques à Convert. Vous ne pouvez pas évaluer si le reach ou le hack sont bons avec ces deux métriques-là. Ce sont d'autres métriques que vous devez considérer pour apprécier le travail qui est fait au niveau du reach ou du hack. Exact. Si on veut un exemple simple pour la saison des fêtes, par exemple, donc, ça serait le reach, ça serait écrire un article de blog, par exemple, puis rejoindre le plus de gens possible avec mon article de blog sur un blog d'idées cadeaux, par exemple. Le hack pourrait être combien de gens au bas de mon article de blog se sont inscrits à mon infolette parce qu'ils voulaient savoir quand ces articles d'idées cadeaux seront en vente pour la période des fêtes, par exemple. Convert pourrait être combien ceux-ci ont acheté. Puis Engage, combien de reviews qu'on a eu obtenus de ces gens-là, par exemple. Bon, on vient de passer à travers un modèle RACE pour une offensive du temps des fêtes. Tu sais, c'est important en termes de tactique. Quand on dit je me positionne sur idée cadeau au niveau de reach, c'est que je me positionne sur un mot-clé qui s'appelle idée cadeau parce que le consommateur, à ce moment-là, il n'est pas en train de chercher idée cadeau Best Buy. Il n'est pas en train de chercher idée cadeau chocolaterie XYZ. Il est en train de se poser la question, OK, j'ai pour la millième fois de mon existence besoin de trouver une idée cadeau. Et là, vous vous positionnez dans les résultats payants autour de cette requête-là pour venir avoir votre marque dans les yeux d'un consommateur pour probablement la première fois. Donc, c'est important de comprendre que, je vais l'expliquer tout à l'heure, selon les mots-clés qu'on utilise, on est capable de répliquer le modèle RACE assez facilement. Mais les gens, dans leur processus décisionnel, ont différentes phases et c'est important d'optimiser pour chacune d'elles. Donc, Google a un modèle très similaire au modèle RACE où justement, on le voit ici, là, on est plus au niveau du inbound et du outbound que je parlais tout à l'heure. Donc, vraiment, on va créer de la demande, générer de la notoriété, influencer la considération des consommateurs. Puis ensuite, on va venir capturer les gens qui sont en train d'être plus près d'un achat ou d'un réachat, donc au niveau de la loyauté des autres. Puis, je donne un autre exemple de mon ami Martin Aubu, qui est en fait un modèle qui a été utilisé chez L'Oréal il y a quelques années. À l'époque, Martin était Chief Digital Officer là-bas, où justement, on essayait de comprendre à quel moment. Premièrement, la première réalité, c'est que le consommateur a le contrôle, mais comment on peut être présent là où il est attentif au début, comment on peut ensuite rentrer dans la phase d'évaluation, d'achat, pour finalement générer du trust, la confiance à l'aide de l'advocacy. Donc, c'est important d'essayer de mettre ces tactiques, ces stratégies, ces objectifs, ces KPI en fonction de ces 4 grandes phases-là. Si on décortique ça d'une façon un peu plus mot-clé, bien, je vous le dis, là, il y a une statistique qui m'a scié les jambes. C'est 48% des gens commencent par chercher un mot-clé générique de type idée cadeau et ensuite vont basculer vers un mot-clé de type marque. Donc, idée cadeau, Best Buy, par exemple.
Donc, c'est vraiment fascinant. Le model race existe dans les habitudes de consommation des gens parce qu'ils vont d'abord explorer des idées, explorer des options avant même d'associer des noms de marques ou des produits ou des styles spécifiques aux options d'achat. Donc, je donne juste un exemple de l'entonnoir race. Donc, tu sais, d'un point de vue hors marque, générique, je cherche pour Great Tech Gift. Donc, c'est un marché de 20 milliards de dollars. Je cherche ensuite, je vais plus loin dans mon processus d'achat. J'ai identifié que la tablette serait peut-être le cadeau potentiel. Highly rated tablets, donc c'est un marché de 2 milliards de dollars. On vient de diviser le marché par 10. Ensuite, je cherche pour Nexus 9 Tablet, c'est un marché de 200 millions de dollars. Donc, on vient encore de diviser, je ne me trompe pas, par 10. Ou par 10. Donc, on est vraiment en train de se préciser la recherche et le besoin du consommateur. Même chose pour les exemples où j'ai pris le soulier cette fois-ci. Les trainers, Adidas Trainers, et ainsi de suite, jusqu'à Yeezy Boost 350 V2, whatever, le nom du produit avec le numéro du Q. C'est qu'il y a un processus d'achat qui se fait dans l'expression recherchée par les gens. Puis une leçon qu'on a appris ces dernières années, c'est qu'on va souvent optimiser pour la fin, la partie marque ou la partie très détaillée, longue traîne, alors que les plus courageux vont aller gagner des batailles et des parts de marché sur les mots-clés génériques pour aller justement chercher un peu plus de reach, un peu plus de considération aux annonceurs. Donc, encore une fois, vous allez avoir cette présentation aussi, mais c'est une façon d'illustrer l'évolution des mots-clés. Ce qui est important de comprendre, c'est quand je disais qu'on peut payer 3, 4, 5 $ sur Google pour un mot-clé, ben, on va être dans quelque chose de plus générique, de plus short tail, de plus courte traîne, donc trainers en haut. Et à ce moment-ci, la compétition est féroce. Et le pire là-dedans, c'est que les gens ne sont pas en train de penser à acheter tout de suite, ils sont encore en processus. Alors que plus on descend, plus on s'en va vers un taux de conversion, comme le prouve le graphique ici, qui est très élevé, parce que la personne cherche un produit, une couleur, un modèle spécifique, et sa probabilité de conversion va être extrêmement élevée. La dernière section avant la période de questions, on est encore dans les temps, c'est une bonne nouvelle, c'est de la donner au cœur de votre stratégie marketing parce qu'il y a un changement de paradigme immense, Marc-Antoine, sur tout ce qui est donné en ce moment. Exact. En fait, on voulait avoir une section pour vous parler de données parce que, en fait, vous l'avez remarqué, les habitudes des consommateurs évoluent. Les gens sont de plus en plus exigeants. Si vous faites affaire avec des utilisateurs, des clients de la génération Z, encore plus, ils ont été élevés là-dedans. Ils n'ont rien connu d'autre que le machine learning qui leur permet d'obtenir des produits, des requêtes personnalisées. Fait qu'on va parler, on va juste survoler un peu la donnée, puis on va pouvoir revenir sur le machine learning au prochain webinaire. Puis, Marc-Antoine, il y a une grosse section sur la donnée la semaine prochaine, le courriel, etc. Là. Fait que, aujourd'hui, on met les bases. En attendant le second volet la semaine prochaine, on va aller encore plus loin là-dedans. Exact. Donc, vous devez savoir qu'il existe 3 types de données. Donc, first party, second party, third party. Le first party data, fait que les données first party, c'est quoi? C'est des données qui vous appartiennent. Fait que les gens qui visitent votre site, exemple, votre compte Google Analytics, c'est des données first party. Vos adresses courriels que vous avez récoltées, c'est des données qui vous appartiennent, des données à vous. C'est les données, entre guillemets, les plus valuable parce que elles sont à vous, vous les avez récoltées, puis personne ne peut vous les enlever. Second party data, c'est des données first party d'une autre entité. Donc, vous avez fait un échange de données avec, j'essaie de penser à un exemple. Admettons, Marc-Antoine, si je fais un concours sur Facebook, mais que les gens complètent le concours sur Facebook, est-ce que ça va être un first party pour moi ou un first party pour mon ami Facebook? Exemple, je suis IGA. Je fais un concours, moi, IGA, sur Facebook, en collaboration avec une marque de chocolat.
Fait que moi, je collecte les données IGA. Fait que ça va être un first party pour moi, IGA. Mais la marque de chocolat, elle, va avoir aussi accès aux données, mais ça va être un second party pour la marque de chocolat, par exemple. Fait que ça aussi, ça peut être des super bonnes données à obtenir si vous voyez des opportunités de partenariat intéressantes. Third party, c'est des données collectées par une entité externe. C'est des données que vos compétiteurs ont accès. Fait que, par exemple, des données, vous ciblez des gens programmatiques, vous ciblez des gens sur display, sur Facebook ou sur autres. C'est des données que tout le monde a accès. C'est des données très bonnes à avoir dans son stack marketing, mais il faut savoir que vos compétiteurs peuvent aussi en tirer profit. Si on va à la prochaine slide, JP, collecter la donnée, c'est dans quel but, en fait? Le but de collecter la donnée, c'est qu'on veut personnaliser puis enrichir l'expérience client. Il y a d'autres buts, mais majoritairement, c'est ça qu'on veut faire. Et en faisant ça, on augmente la satisfaction de nos utilisateurs. Ce qui est dangereux, par exemple, en parlant de personnalisation, vous avez des données sur votre utilisateur, vous voulez personnaliser le message, vous voulez personnaliser les items que celui-ci voit. Ce qui est dangereux, c'est de tomber dans une personnalisation un peu simpliste. Fait que, par exemple, utiliser seulement le nom ou le prénom de la personne. Ça n'amène aucune valeur ajoutée à votre utilisateur, ou presque pas. Versus si vous dites, les utilisateurs comme vous, par exemple, eux, vous avez acheté ce maillot-là. Souvent, les gens achètent ces t-shirts-là qui fit très bien avec ce maillot-là. Puis c'est notre style Osheaga 2022, peut-être, si ça a lieu. Fait, ça, c'est des types de personnalisation qui amènent de la valeur. Puis c'est vraiment ça qu'il faut viser. Je vous donne un autre exemple. Quelqu'un achète un vélo. Vous envoyez un courriel, vous dites, voyez notre professionnel in-store qui explique les meilleures fonctionnalités du vélo et pourquoi et comment s'en servir et je ne sais pas, pourquoi les brakes sont les meilleurs sur le marché. Fait que vous donnez vraiment de la valeur à votre utilisateur plutôt que personnaliser sans valeur ajoutée. Fait que sans valeur ajoutée, je vous donne un exemple, là. J'ai parlé juste de mettre le nom le prénom de quelqu'un dans le courriel, mais ça peut être aussi avoir le prénom sur une landing page. Ouais, OK, c'est bien. Mais encore, vous savez qu'est-ce qui serait mieux? C'est offrir un case study sur l'industrie de la personne si vous savez ça sur elle. C'est vraiment des données, c'est vraiment essayer d'offrir de la valeur ajoutée à la personne qu'on veut. C'est le saint graal, c'est ça qu'on veut accomplir avec la personnalisation. Puis là où je trouve que d'avoir de la donnée un peu plus fine sur nos consommateurs, vraiment de la valeur, c'est que il n'y a rien de plus frustrant, selon moi, en tant que marketeur et consommateur, de continuer de recevoir de la pub pour un produit que j'ai acheté quelques jours précédemment. J'ai acheté une paire d'écouteurs à 200 $, je me fais recibler encore, alors que je leur ai donné mon argent. Là, c'est là qu'on se rend compte que, OK, est-ce que je me suis fait avoir, entre guillemets, dans la campagne marketing ou est-ce que cette marque-là me reconnaît vraiment? Et c'est une occasion manquée parce que vous pourriez être en train de demander, de remercier pour l'achat, de demander un témoignage, demander du feedback pour améliorer votre produit ou votre inventaire un peu plus tard. Donc, c'est une frustration, une perte des deux côtés. Exact. Puis un autre cas vraiment qu'on voit souvent, c'est les utilisateurs se vont recibler avec des produits similaires qu'ils ont déjà consultés, mais avec une gamme de prix bien au-delà. Fait que souvent, ça va mettre un frein aussi à l'utilisateur à son désir d'acheter. C'est vraiment important. Que vous faites de la publicité sur Facebook en programmatique ou en display, c'est vraiment important d'avoir des publicités ciblées aux habitudes de votre utilisateur. Vous connaissez les pages qu'il a visitées, vous savez qu'il a été 4 fois sur votre page de chandail à 30 $. Donc, on ne va pas y montrer des vestes à 150 $. Exact. Est-ce que tu voulais continuer à expliquer un peu la différence entre données déclaratives, données comportementales, etc.? Oui, exact. Ouais, je pensais qu'on manquait de temps, c'est pour ça. Ouais, donc, il y a trois types de données que vous pouvez collecter. Fait que, premièrement, des données d'achat.
Fait que l'historique d'achat, les produits, la fréquence, etc. Fait que ça, vous allez trouver ça dans votre Shopify ou Magento, dépendant qu'est-ce que vous utilisez. Ou en magasin, dans votre POS aussi. Ou votre POS, exact, Lightspeed. Des données déclaratives, fait que souvent, ça va être via des formulaires. Exemple, vous faites une campagne de concours sur Facebook, vous voulez récolter un peu plus d'informations sur vos utilisateurs, fait que la fête, l'âge. Souvent, ça va être comme ça qu'on va obtenir ces données-là. Puis même des fois, en magasin, on réussit à obtenir ces données-là. Après ça, les données comportementales, c'est des données vraiment de comportement de l'utilisateur. Souvent, ça va être des comportements en ligne. Fait que quelle page a été vue, quelle catégorie, quel produit. Est-ce que la personne magasine dans tel range ou tel range de prix? Où est-ce qu'elle se situe, etc. Fait que souvent, ça va être des données que vous allez collecter dans votre CRM. Puis vraiment, ce qui est très fort, c'est de pouvoir avoir une plateforme qui peut combiner l'ensemble de ces données-là. Fait que vous avez une vue holistique de votre consommateur. Vous avez vraiment accès à l'ensemble de ces données-là pour un seul consommateur. Puis c'est vraiment ça qui va vous permettre d'atteindre qui va vous permettre de vous démarquer de vos compétiteurs au niveau de la personnalisation parce que très peu réussissent à faire ça. Tout à fait. Puis, tu sais, identifier les bonnes pratiques ou être à l'affût de ce qui se fait dans le marché, là, c'est très simple. On vous met au défi, peut-être d'ici mercredi prochain, de le faire. Abonnez-vous aux infolettes de vos concurrents directs ou même indirects. Abonnez-vous aux marques que vous aimez, qui vous inspirent, à vos concurrents les plus féroces. Observez quel est le discours de marque qu'ils utilisent, quelles sont les approches de personnalisation qu'ils font. Vous pouvez même faire un parcours de navigation en vous mettant dans la peau de différents personnages, différents cas de figure, puis essayer d'identifier à quel moment il y a eu une capture d'information, il y a eu une opportunité de personnalisation qu'ils ont saisi ou non, pour aller voir comment vous pourriez aller un peu plus loin de ce côté-là. Donc, on est à 45, 47. On avait prévu 10-15 minutes du côté des questions. Elisabeth, je te suggère peut-être de reprendre le contrôle de l'écran parce que j'ai l'impression que je ne vois pas les questions et réponses pendant que je partage. Parfait. En fait, tu peux sortir du partage et voilà. Donc, on a dans la section des questions Mme Monica Nari qui demande, en début de présentation, elle disait en fait, je trouve ça intéressant pour le secteur culture-éducation. Eux aussi doivent engager le public et même les convaincre de potentiels clients. Il y a un aspect vente au détail de nos services. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est tout à fait pertinent. Et puis, je veux dire, d'analyser aussi les mots-clés va nous permettre de trouver une tonne de choses. Tu sais, par exemple, à une certaine époque, on a fait de nombreuses campagnes pour des éléments qui sont dans le monde culturel. On s'est rendu compte qu'il y avait une masse incroyable de gens qui, par exemple, allaient au restaurant avant d'aller dans une activité culturelle. Mais ça fait partie du parcours du consommateur de comprendre qu'aller dans une activité culturelle ou aller dans une activité éducationnelle, il y a des éléments autour qui font partie des habitudes ou des questionnements qu'on a. Donc ça, c'est assez intéressant. L'autre question de Mathieu Jean, est-ce qu'il serait plus stratégique d'investir sur des mots-clés spécifiques avec Google Ads, par exemple, qui se rapprocherait plus de l'entonnoir de conversion? Mais en fait, si on regarde un peu la morale de l'histoire, c'est que il y a deux choses. Il est intéressant d'acheter un mot-clé sur lequel, d'un point de vue organique, nous sommes mal positionnés. Donc, si pour moi, la vie passe par jeans bleus pour femmes et que je ne sors organiquement sans payer Google, je ne sors pas du tout là-dessus alors que c'est mon cœur de métier, j'ai 1 milliard de jeans bleus pour femmes en inventaire, là, je suggère d'acheter ce mot-clé-là, clairement. Mais le but, c'est d'avoir une synergie. Là où je suis faible
d'un point de vue organique, donc sans payer. On va venir compenser par des mots-clés payants. Puis ensuite, une fois qu'on a une certaine balance entre l'organique et le payant sur les engins de recherche, sur des mots-clés très importants, mais là, on peut entamer une stratégie de double affichage. Stratégie de double affichage veut dire que quand les gens vont taper un certain mot-clé, je vais autant apparaître dans le top 3, 4, 5 de Google d'un point de vue résultat naturel, mais je vais aussi avoir ma publicité parce que peut-être que j'ai une promotion qui dure jusqu'à 14 heures aujourd'hui, que le temps presse. Peut-être que j'ai un message ou une page que je viens de créer ce matin qui n'est pas encore indexée par les engins de recherche, puis je veux venir la positionner. Puis on s'entend, les gens qui réussissent à avoir le plus d'espace et de superficie sur la première page de Google vont avoir de plus grands clics parce que les gens vont avoir une plus grande tendance à cliquer sur les premiers résultats. Donc, le double affichage, c'est intéressant, mais souvent, je suggère qu'on commence par solidifier ce qu'on a en organique, compenser parce qu'on a en payant, puis où on veut être, puis ensuite aller vers une stratégie de double affichage. Marc-Antoine, tu as le droit de contredire tout ce que je viens de dire. J'ai aucun problème avec ça. Non, je suis très d'accord. Pour le reste, je suis très d'accord. Nous-mêmes, si on utilise des outils pour vérifier à quoi ressemblent les positions organiques pour certains mots-clés qui convertissent bien. Puis même, je te conseille, Mathieu, même si c'est un mot-clé qui convertit très, très bien en organique, des fois, on veut afficher en payant, parce qu'un compétiteur va afficher aussi pour justement le battre. Mais des fois aussi, on va afficher en payant, on va payer pour rien. Fait que je te conseille aussi des fois de faire des tests, mais certains mots-clés, certaines campagnes sur pause pour voir, OK, ben est-ce que puis regarde ton ranking organique, est-ce que mon organique est assez fort? Est-ce que je laisse des clics sur la table? Des fois, pour de vrai, des fois, ça va arriver que il n'y a personne, il n'y a pas vraiment de compétiteur, ton organique rank meilleur que tout le monde. Fait que tu n'as pas besoin de vider là, tu peux aller mettre ton argent ailleurs. Puis l'autre chose, c'est de suivre l'évolution parce qu'il y a un tiers de ce qui se recherche sur Google dans les 6 derniers mois n'était pas recherché auparavant. Donc, il y a un de mes collègues en SEO, Frank Nemba, qui a publié sur LinkedIn hier ou avant-hier que le mot 20 de confinement avait eu des centaines de milliers de recherches sur Google, mais je peux vous dire qu'il y a 4 ans, ce mot-là n'existait pas. Donc, c'est un nouveau territoire à conquérir. Marie-Josiane Seguin nous demande comment fait-on pour ramasser les données des clients? En fait, il y a différentes façons. Premièrement, si vous avez déjà une infolettre, puis que vous avez déjà une base de données clients, puis vous vous préparez, par exemple, à avoir une campagne cyber lundi pour la période des fêtes, mais envoyez un sondage, quelques questions, essayez de comprendre justement qu'est-ce que ces gens-là pensent de vous, quelle est leur appréciation de votre expérience, de leur expérience client avec vous. Donc, c'est une façon déclarative d'aller chercher des données sur mes clients existants qui se sont déjà inscrits à l'infolette. Il y a d'autres façons, par exemple sur Facebook, d'utiliser le format Lead Ads où ça va plutôt être un formulaire sous forme de format publicitaire où on peut aller chercher de l'information de cette façon-là. Ou tout simplement l'inscription en infolettre qui est promue soit par Facebook, soit sur votre propre page d'accueil. Il y a toutes sortes de façons de collecter de l'information client, mais chose certaine avec je vais utiliser un mot de peur, mais avec le cookie apocalypse qui s'en vient, où on ne pourra pas on ne pourra pas exploiter l'ensemble des données, mais surtout ce qu'on est le plus propriétaire possible, donc les first party data que mentionnait Marc-Antoine. Il faut se préparer à avoir de la donnée client qui nous appartient et qu'on a collectée par nous-mêmes. Il y a Suzy qui demande si on va parler davantage la semaine prochaine de comment renforcer le positionnement organique, comment optimiser un peu ces mots-clés. On va aller plus en détail sur le canal organique, sur le canal payant, sur le canal courriel. On va vous expliquer un peu les fondamentaux de l'optimisation web, effectivement. On va en discuter quand même un peu la semaine prochaine. Donc, est-ce qu'on avait d'autres questions? Ça semble complet.
Messieurs, je vous remercie. Puis avant de quitter, je vais vous présenter, en fait, il y a des webinaires qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux pour rien manquer, évidemment, dont un de la semaine prochaine de M. Arbour et M. Boudreau. Puis, encore une fois, au nom du CQCD de Détail Québec, on vous remercie pour votre participation. Je vous laisse le mot de la fin, messieurs. Bien, pour nous, ça va nous faire plaisir d'aller encore plus loin la semaine prochaine. Vraiment, on veut vous donner des outils et des réflexes le plus concrets possible. Puis, je l'ai expliqué tout à l'heure, mais je vais le réexpliquer. Il y a quelqu'un qui veut savoir comment calculer la valeur par session. La valeur par session, c'est qu'on prend l'ensemble des revenus d'un site e-commerce divisé par le nombre de visites qu'on a eues. Donc, visites et sessions sont des synonymes. Le but, c'est de savoir, à chaque fois que quelqu'un est venu sur mon site, combien de revenus ça m'a apporté. Puis, au nom d'Absolunet et Marc-Antoine, je vous remercie beaucoup de votre participation aujourd'hui. Ça me fait toujours plaisir de partager le plus d'outils possible avec vous tous, détaillants et détaillantes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.